Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Si certains participants veulent se manifester sur le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien, on est preneur. Ouais. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Netmetrics et Stamus Network pour ce deuxième webinaire en 2 mois. Et on va s'attaquer à une question centrale pour les équipes sécurité, à savoir comment on peut avoir une vision vraiment complète de ce qui se passe sur votre réseau et comment on peut détecter les menaces qui échappent encore aux outils traditionnels comme l'IoT ou l'OT, par exemple. Et pour répondre à ces enjeux, il y a une approche qui s'impose de plus en plus et qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est le NDR. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Vaugrenard, qui est CEO de chez Netmetrics, Alexandre Domar, qui l'accompagne en tant qu'ingénieur avant-vente et après-vente. Et on a également le plaisir d'avoir Stéphane Iska, qui est responsable des ventes Europe chez Stamus Network, qui est donc un partenaire de Netmetrics. Alors, vous avez un outil question normalement sur votre tableau de bord qui vous permet de poser des questions pendant la présentation. Mais sachez qu'on va quand même réserver une séquence de questions-réponses à la fin de la session, bien entendu. Olivier, est-ce que je te propose d'introduire Netmetrics et l'agenda du jour? Oui, écoute, merci Mélissa. Pour vous parler un petit peu de l'agenda de ce webinaire, en fait, on va vous donner quelques explications concernant ce qu'est le NDR et son environnement. Et on ne peut pas parler de NDR sans parler d'architecture de collecte. Donc, une architecture qui va récupérer les paquets du réseau pour alimenter le NDR. Donc, c'est un élément clé du NDR également. Alexandre va parler des aspects réglementaires qui sont liés au NDR. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal de RSSI. Et on va vous présenter la solution NDR de Stamus Networks qui s'appelle ClearNDR. Et on finira par une session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, comme le disait Mélissa, à poser vos questions dans le menu qui est en bas à droite de votre écran. Et on reprendra vos questions une à une pour y répondre vraiment à la fin du webinaire. Et je n'ai pas précisé, mais on a prévu 2 sondages pour vous et on compte sur vous parce que ça va nous permettre de nous donner une idée du marché un peu plus exacte après. Oui, c'est important. Présenter le NDR, Olivier, pardon. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce que le NDR? En fait, le NDR veut dire Network Detection and Response. Donc, on va faire de la détection de réseau. Donc, le NDR est un outil de sécurité qui va au-delà des pare-feux traditionnels en analysant en profondeur le trafic réseau. Donc, ce type de solution permet d'identifier rapidement toute activité suspecte ou malveillante à partir des informations que le réseau va fournir, à savoir les paquets du réseau. Donc, le marché du NDR était, il y a encore quelques années, un marché de niche, mais aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine croissance, comme le marché de l'EDR, mais qui lui, a une croissance, il a une croissance assez forte quand même, l'EDR, mais il est positionné plus sur un marché qui est mature, alors que le NDR est un marché qui démarre et qui démarre fortement. Enfin, qui a démarré il y a 2-3 ans et de façon assez forte. Donc, si on doit parler du Gartner, alors le Gartner a introduit il y a quelques années la notion de triade pour le SOC moderne. Et selon le Gartner, les 3 piliers du SOC moderne sont l'EDR, l'OSIEM et le NDR. Donc, le NDR va étendre la surface de détection pour compléter ce que va détecter, ce que vont détecter l'OSIEM et l'EDR. Merci Olivier pour ta présentation, c'est très clair. Donc, tu parlais de l'EDR. Aujourd'hui, les entreprises, la plupart ont déjà un EDR, un SIEM, voire du XDR. Qu'est-ce qui justifie, selon toi, qu'on va remettre le réseau au centre de la détection? Alors, le réseau va venir apporter de l'information supplémentaire. Donc, le NDR va être vu comme un juge de paix,
pour donner une vision impartiale de toutes les communications au sein du système d'information. Donc le NDR n'aura aucun impact sur les postes de travail et également les serveurs, ni même sur le trafic réseau depuis lequel il va récupérer les fameux paquets. Alors ici, vous avez une liste non exhaustive des signaux d'attaque qu'un NDR peut détecter. Donc, on va parler de mouvements latéraux, on va parler de communication C2, donc du command and control, on va parler de systèmes vulnérables, d'exfiltration de données, etc., etc. Donc là, c'est une liste vraiment non exhaustive. La liste est très, très longue sur ce qui est capable de détecter un NDR. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'attaques que le DR il peut manquer alors que le NDR il va pouvoir les voir plus précisément? Alors, oui, tout à fait. Alors, juste avant, pour faire un parallèle avec le DR, lui, va être déployé, vous l'avez compris, sur les serveurs, les postes de travail, alors que le NDR va vous donner de la visibilité entre ces serveurs et ces postes de travail. Mais également, là où il n'y a pas d'agent, à savoir les équipements réseau, l'IoT, l'OT, les PC et les mobiles de visiteurs, mais également sur le trafic interréseau. Et on va pouvoir également parler du trafic est-ouest entre les serveurs. Donc, vous l'avez compris, le NDR va compléter ce que le SIEM et l'EDR ne voient pas, et, en étendant la surface de détection, mais il va également renforcer le niveau de confiance dans les détections effectuées par l'EDR et le SIEM. Alors, pour vous donner un exemple concret, si on prend le fameux C2, les communications C2, qui sont, le C2 veut dire en fait Command and Control, et vous avez différents types de C2 qui, on va retrouver du Cobalt Strike, du Silver, du Mythic par exemple. Et pour vous expliquer un peu comment fonctionne le C2, c'est un bout de code, un malware ou un bot qui va tourner en boucle sur un asset et qui va permettre à l'asset de se connecter sur un serveur distant malveillant. Et c'est une communication unidirectionnelle, donc, ce qui rend un peu la chose un peu particulière également. Donc le code va permettre de lancer un script. Donc ce code a été récupéré sur l'asset en question via une clé USB, via les réseaux sociaux, bref, via tout un tas de moyens. Et le code va lancer un script pour exfiltrer des données, effectuer des mouvements latéraux pour se propager au sein du système d'information. Alors, l'EDR, lui, par rapport à un C2, ne va pas détecter systématiquement une menace C2, car il va détecter des signaux faibles à cause de l'offuscation de code et des techniques d'évasion. Par contre, ce que le NDR va apporter, c'est la détection des échanges entre l'asset infecté et le serveur distant malveillant. Donc, il caractérisera le C2 grâce aux communications réseau et retracera tout l'historique concernant cette menace. Même s'il y a des mouvements latéraux derrière, on va pouvoir les voir. Donc, on voit bien la complémentarité entre ces deux technologies que sont l'EDR et le NDR. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, alors, vous avez… Je me suis permise de lancer le sondage pendant pour que tout le Oui, monde ait tout le à temps de fait. répondre. Si tu veux commenter un petit peu la composition des SOC des personnes qui assistent. Alors, c'est très intéressant. En fait, c'est ce qu'on voit chez la plupart de nos clients. Donc, il y a encore une grosse part des entreprises qui n'ont pas encore de solution. Donc ça correspond à peu près à ce que l'on voit, donc un bon tiers. Et puis, il y a à peu près effectivement un quart des entreprises qui sont déjà bien équipées et complètement équipées de solutions de la fameuse triade du Gartner. OK, donc il reste quand même un peu plus de 70% du marché non équipé de NDR. Bien sûr, par rapport à au panel d'entreprises que l'on a ici. Alors, quels sont les critères clés pour un SOC, enfin pour un NDR moderne, pardon. Donc
En fait, le NDR ne doit pas rajouter du bruit aux solutions déjà en place, que peuvent être le SIEM et l'EDR. Alors, ce qui veut dire que la détection du NDR doit être fiable et doit donc s'appuyer sur des techniques de détection multiples et apporter des preuves dites de haute fidélité. Donc, pourquoi en fait? Pour avoir un taux de faux positif le plus faible possible, voire nul, et pour pouvoir déclencher en toute confiance des actions de remédiation. Alors, une fois la détection prise en compte par l'analyste, il y a une partie qui est souvent mal traitée par les solutions de NDR, c'est le threat hunting, l'investigation des menaces. Donc, il faut que la solution NDR fournisse une interface aux machines la plus simple possible, car en général, les investigations de menaces sont en général très complexes. Donc, ça, c'est un point vraiment à ne pas négliger lorsque vous allez rechercher une solution de type NDR. Et un dernier point essentiel, c'est la souveraineté de vos données de sécurité. Celles-ci doivent rester chez vous et ne pas être communiquées dans une solution SaaS ou autre. Alors, je ne parle pas des intégrations, parce que, excuse-moi, Mélissa, je ne parle pas des intégrations, mais les intégrations, on va dire que c'est un petit peu des fonctionnalités assez basiques, s'intégrer dans l'écosystème du client, quel que soit l'écosystème d'ailleurs. Merci Excuse-moi, beaucoup. Mélissa. Non, je voulais dire, tu as déjà 2 questions que tu peux consulter dans la partie questions de Vincent Desroches et de Steinke Gallo de Sabrina. Est-ce que tu veux peut-être y jeter un œil et prendre quelques secondes pour y répondre? Ne permet pas à compléter la visibilité NDR par une couche de preuve physique embarquée, générée volontairement par l'utilisateur via Secure Element fonctionnant en total hors ligne. C'est une bonne question, Sabrina. Alors, je ne sais pas, Alexandre, si tu peux y répondre. Sur la question de Sabrina, je regarde la question de Vincent. Ouais. Si tu as Tout à fait. Alors, donc, en fait, on va positionner vraiment le Secure Element comme des éléments de sécurité qui vont être effectivement physiques, mais surtout qui vont être statiques. L'idée là de ce qu'on va utiliser avec le NDR, c'est détecter les attaques qui pourraient encore passer les mailles du filet et surtout les détecter de manière complètement passive, on le verra un petit peu après, et récupérer les informations pour compléter ce que les SOC ont déjà en place. Aujourd'hui, Secure Element serait un élément effectivement supplémentaire qu'on pourrait ajouter après à la triade du Gartner pour encore ramener des éléments de sécurité supplémentaires par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question de Vincent, alors effectivement, le NDR, dans la majorité des cas, utilise une CTI qui est intégrée dans le produit. Donc, je ne sais pas si tu peux compléter, Alexandre, sur cette partie-là. Sur la question de Vincent. Alors, on a des CTI chez... Oui, bien sûr. Sur ClearNDR, justement, on est partenaire Proofpoint pour la CTI. Donc, on récupère les bases Emerging Threats, notamment, ce qui permet d'avoir une CTI qui est complète, mise à jour par nos partenaires. Et aussi, à côté, eh bien, on vous fournit un certain nombre de bases, on le verra un tout petit peu après, mais sur des bases open source que développe Stamus en partenariat avec l'OISF pour améliorer et amener encore plus de règles de CTI à la solution. Merci beaucoup. Une dernière question de Salé Makaye. Est-ce que cette méthode de NDR, elle est applicable dans les PME africaines? Alors, sans parler d'un pays en particulier, le NDR peut être déployé chez n'importe quel type de client, que ce soit une PME, une TPE et encore plus une grande entreprise. Donc le NDR va... alors après, c'est des questions de coût, mais après, on le verra, côté Stamus, on est relativement flexible à ce niveau-là. Il y a différents types de sondes NDR qui peuvent correspondre à des petites organisations également. Donc, dans
parc client Stamus Networks pour la solution NDR. On va retrouver aussi bien des toutes petites structures qui ont une infrastructure sensible, on va dire, et comme des grosses structures qui ont déjà un SOC avec des équipes d'analystes et ils vont compléter leur SOC avec du NDR. Donc, pour répondre à la question de Saleh, oui, bien sûr, on peut déployer ce type de solution également dans les PME. Super, merci beaucoup Olivier. Et justement, grâce à ces solutions, comment on va faire pour capter le trafic, mais sans ralentir le SI ni le perturber? Alors ça, c'est vraiment un point important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction quand je vous parlais de l'agenda. On ne parle pas de solution NDR sans parler d'architecture de collecte. Alors, l'architecture de collecte, et je vais rajouter 2 paquets, permet d'aller récupérer les paquets pour alimenter là où les sondes NDR. Donc, il y a une première méthode qui est la plus, on va dire, la plus simple, celle qui coûte rien et qui se met en place très rapidement, c'est la partie port span, port mirroring. Donc, en fait, c'est une fonctionnalité que vous retrouvez dans les équipements réseau, donc de type routeur ou firewall, par exemple, où on va configurer un port de l'équipement, un port physique de l'équipement pour copier le trafic qui va être vu sur cet équipement. Donc, si c'est un firewall, on va avoir tout le trafic qui va rentrer et sortir de l'infrastructure. Et ce port physique de port mirroring on va le câbler directement physiquement à la sonde. Donc, technique très simple, qui coûte rien et qui peut se mettre en place très rapidement, par contre, qui est dépendante de la performance du matériel, de l'équipement réseau. Si le routeur ou le switch en question est très chargé, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonctionnalité de port mirroring ou port span va être positionnée en priorité basse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, lorsque l'équipement est chargé, donc on va parler d'une charge réseau importante, par exemple, le risque, c'est que le port span ne récupère pas et ne copie pas l'ensemble du trafic. Donc, ça veut dire que la sonde, potentiellement, peut être aveugle pendant un certain temps lorsque le réseau ou l'équipement réseau est chargé. Donc, il faut garder ces aspects de dépendance de la performance du matériel, enfin de l'équipement réseau, parce que ça peut avoir un impact sur la détection. Si vous avez un équipement réseau qui est peu chargé, écoutez, au contraire, c'est peut-être la première solution qu'il faut mettre en place. Par contre, pour pallier à ce problème de performance matérielle, la solution la plus répandue et la plus fiable, on va dire, c'est de positionner en coupure sur un lien un TAP réseau qui va se mettre entre 2 équipements réseau, entre un firewall et le firewall, par exemple, le routeur d'extrémité de l'infrastructure, où on va mettre un TAP qui va venir copier le trafic qui va être vu de façon bidirectionnelle. Et on va envoyer ce trafic sur la sonde NDR. Donc, ce type d'équipement est disponible sous forme physique. Il va supporter aussi bien du cuivre, de la fibre, à tous les débits. Donc, il y a différents types de TAP. Et également disponible pour les environnements virtualisés, donc ce que l'on appelle les virtual TAP. Donc, il y a tout type de configuration de matériel. Alors, si vous avez plusieurs TAP et plusieurs ports span, eh bien, l'idée, c'est de récupérer l'ensemble de ces copies de trafic qui vont se situer à différents endroits du réseau pour les agréger vers ce que l'on appelle un network packet broker qui, lui, a pour rôle de combiner tous ces trafics, de les filtrer. Filtrer parce que, typiquement, le trafic de backup, on n'en a pas forcément besoin pour faire de la détection. Donc là, c'est du trafic qu'on peut supprimer et également, on va dédupliquer le trafic parce que si vous faites de la capture à plusieurs points du réseau, on peut retrouver le même trafic à plusieurs points. Donc là, le rôle du Network Packet Broker va être également de dédupliquer le trafic.
Et une fois ayant sorti du Network Packet Broker, on va alimenter une ou plusieurs sondes. Merci Alors, beaucoup, Olivier. Forcément, on est obligé de parler des aspects réglementaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises elles doivent montrer patte blanche, notamment au regard de NIS2 et DORA, qui sont les principales réglementations qui les impactent. Et justement, en quoi ces réglementations elles vont renforcer concrètement ce besoin de traçabilité, de démonstration? Alexandre, tu veux nous en dire plus? Tout à fait. Donc, il y a, excusez-moi, il y a effectivement un certain nombre de réglementations qui ont vu le jour et qui se sont adaptées aussi donc, au SOC et au SOC moderne du Gartner et que l'on va retrouver pour différents acteurs et différents secteurs. Donc, dans un premier temps, celle qui va toucher le plus de monde va être NIS2, donc qui, pour les secteurs critiques au sein de l'Europe, va venir demander une surveillance complète des réseaux des systèmes d'information et avoir de la détection d'anomalies multicouches et de la gestion d'incidents de sécurité au niveau du réseau. En plus de ça, et notamment pour les secteurs financiers, on va retrouver DORA et PCI DSS qui demandent non seulement d'avoir une détection des menaces sur le réseau, mais aussi d'être capable de détecter au point de vue des card holders, donc des terminaux de paiement, aussi la sécurité du trafic qui va passer à ce niveau-là. Et on a d'autres, on va retrouver aussi et indirectement les RGPD. Ça, c'est quelque chose de très important, puisque notamment, qu'est-ce que l'on va capturer sur le réseau et qu'est-ce que l'on va pouvoir détecter? Aussi des informations de compliance sur comment est-ce qu'on utilise le réseau, comment les données confidentielles et personnelles des utilisateurs vont transiter sur le réseau. Et à ce niveau-là, eh bien, on est aussi en obligation de devoir détecter s'il y a des manquements, s'il y a des données qui sont exposées et si nos collaborateurs se retrouvent exposés sur notre réseau. Pour finir, je vais parler rapidement de l'ANSSI, qui aussi pour les opérateurs OIV oblige l'utilisation de sondes de détection réseau et qui le recommande très fortement pour le reste des entreprises et les restes des administrations. Et on va retrouver également donc, ISO 27001 qui demande de manière normative simplement une surveillance des activités de sécurité du réseau que le NDR couvre bien évidemment de manière complètement native. Stéphane, je vais te donner la parole maintenant. Pardon, excuse-moi. Non, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, pas de souci. Non, j'allais dire la même chose. J'allais dire, je vais laisser la parole à Stéphane pour nous présenter la société Stamus Network. Merci beaucoup. Alors moi, je représente l'éditeur. Je vais pas voler la vedette à NetMetrics, qui est mon tech partner intégrateur européen. Je rappelle juste, Stamus Networks a été fondé il y a une quinzaine d'années par Peter Manef et Eric Leblond. Solution franco-française. Il faut savoir que Eric Leblond et Peter sont les deux premiers contributeurs mondiaux sur la technologie embarquée de notre NDR qui est Suricata. Ça, c'est très important. Deuxièmement, au niveau européen, nous passons effectivement, nous, par NetMetrics pour la distribution, l'intégration de nos produits, sauf sur les forces de l'OTAN. Pourquoi ? Par rapport à nos collègues concurrents, on va dire, Stamus Networks ne fait peut-être pas autant de publicité parce qu'on n'en a pas besoin, vu que nous, on gère depuis plus de 10 ans maintenant les déploiements, les exercices de l'OTAN. Donc, sur les infrastructures très, très critiques, moi, je gère 12 pays en Europe sur ce genre de clientèle, on va dire. Que ce soit les ministères des Armées, les services secrets, les banques à très fort impact sur la gouvernance européenne. Et pour tout le reste, effectivement, on passe par des tech partners dans toute l'Europe et en France, nous sommes représentés par Stamus Networks et NetMetrics. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça retombera automatiquement chez Olivier. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via nos réseaux, via LinkedIn, via Olivier. Comme j'ai dit, je ne te vole pas la vedette, Olivier, je te laisse continuer. Alors, la vedette est là et pour Alexandre, justement. Donc, Alexandre, si tu peux reprendre la main. Merci, Steph. Oui. Merci, Stéphane. Donc, justement, merci Stéphane. Et Stamus Network, c'est également une histoire d'open source. Donc, on l'a dit, notamment avec l'OISF, dont font partie Peter et Eric, mais également avec un certain nombre de logiciels et de projets qui sont mis à disposition de la communauté par Stamus et pour Suricata, justement. Avec ClearNDR Community qui vous permet d'installer de manière très simple Suricata avec une interface graphique qui vous permet de manipuler les données de Suricata plus facilement. Des applications dans Splunk, des playbooks Suricata pour analyser les résultats des alertes Suricata. Des rule sets et des sources de CTI pour détecter les mouvements latéraux. Quelque chose de nouveau, Suricata Language Server, qui vous permet maintenant de connecter l'IA à Suricata Language Server pour pouvoir créer de nouvelles règles très simplement grâce à l'IA générative. C'est des choses qui sont mises en place et qui sont disponibles de manière complètement open source et complètement gratuite pour tous les usagers et auxquels contribue justement Stamus Networks. Et comment justement concrètement on va transformer ce trafic réseau en détection utile pour les SOC? Alors justement, tout ce trafic, on va pouvoir le récupérer et l'analyser. Et le NDR veut que cette analyse soit la plus claire possible. Et chez ClearNDR, on aime bien dire, en petit jeu de mots, qu'on veut être 4 fois plus clair. 4 fois plus clair, pourquoi? Parce qu'on veut avoir la visibilité la plus complète sur l'ensemble de la surface d'attaque, sur l'ensemble du trafic. Donc, via notamment les points de capture et la récupération de ce trafic, être capable de l'analyser le plus profondément possible. Et avoir une détection, encore une fois, qui va être multicouche, qui va nous permettre d'avoir les comportements anormaux, aussi bien des comportements connus que des comportements que l'on va pouvoir détecter avec différentes corrélations de différents événements. Et pour chaque détection, on veut avoir des preuves, être capable de récupérer des artefacts, télécharger les pick-up, télécharger les fichiers, avoir les métadonnées en lien avec ce qui a été détecté, pourquoi ça a été détecté, ne jamais être dans le flou. Et pour pouvoir avoir quelque chose de clair, précis et une réponse derrière qu'on va pouvoir automatiser sans se poser forcément la question de est-ce que c'est un faux positif ou pas. Parce qu'en fait, avec toutes les preuves et toutes les informations qu'on va avoir autour, on va être capable d'avoir des données qui vont être claires et précises. Et justement, pour récupérer ces données, l'infrastructure pour Stamus a été pensée de manière hybride. L'idée, c'est qu'elle fonctionne en 2 postes. Donc, ClearNDR Central Server, dans un premier temps, qui va être le manager auquel on va pouvoir brancher des sondes. Et les sondes ClearNDR qui, elles, vont pouvoir nous permettre de récupérer le trafic sur différents sites, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans le data center, sur des sites distants, dans les headquarters. On va être capable de positionner plusieurs sondes à différents endroits, de remonter les informations de la collecte et d'analyse au central server qui va lui aussi faire toute une corrélation. Et derrière, bien évidemment, être capable de s'intégrer à d'autres outils du marché, que ce soit le CIEM, l'EDR, bien évidemment les SOR, XDR, etc. Et la question que beaucoup de gens se posent également, c'est comment est-ce qu'on va licencier la solution Stamus? Eh bien, tout simplement, on a une licence qui est extrêmement simple et prévisible, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de surprise de surcoût. On va avoir une licence annuelle par sonde et au niveau du débit de capture.
Et donc, on va partir sur 5 sondes chez Stamus. Une sonde 100 mégas, une sonde 1 giga, 10 gigas, 40 gigas, jusqu'à 100 gigabits par seconde. Deux captures plein débit, très important. On est les seuls aujourd'hui à avoir une capture plein débit sur du 40 et 100 gigabits par seconde, sans perte de paquet. Et avec cette licence, donc, on va avoir les mises à jour de Threat Intel, tout le support technique, les mises à jour logicielles, les licences unifiées pour le central server et les sondes, l'accès aux API et un nombre d'utilisateurs qui va être complètement illimité, qui va vous permettre d'utiliser à plein pot la solution sans se poser de questions, est-ce que ça va me coûter plus cher? Et alors, je le précise tout de même quand même, mais pour les sondes 100 mégas, 1 giga, 10 gigabits par seconde, eh bien, on est de manière complètement hybride. On peut se positionner en tant que VM ou en tant qu'appliance physique. Et bien évidemment, pour des raisons de ressources, les sondes 40 gigas et 100 gigabits par seconde sont des appliances physiques. Quelque chose d'intéressant également, c'est si vous avez déjà du Suricata. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, Stamus se veut en adéquation avec la communauté open source. Et il se peut que vous ayez déjà des capteurs d'une infrastructure de capture Suricata qui existe déjà. Et à ce moment-là, on peut aussi vous accompagner avec le central server pour récupérer les informations des capteurs existants et faire une transition vers du Clear NDR qui va se faire de manière complètement native pour vous permettre eh bien, d'ajouter toute la détection multicouche que peut vous permettre Clear NDR avec la détection de compromission, on va le voir juste après, et la détection aussi des données de compliance et d'hygiène du réseau. Et donc, j'y viens, les DOC, qui sont en fait les déclarations de compromission. Les déclarations de compromission, c'est quoi? Ce sont les alertes caractéristiques de Stamus Network qui sont brevetées et, et qui ont été créées par Stamus pour identifier des menaces de manière complètement sûre et surtout en étant capable de vous dire on a 0 taux de faux positif. Et comment est-ce qu'on peut vous confirmer qu'on a ce 0 taux de taux de faux positif? Eh bien, simplement parce qu'à chaque détection, on va être capable de vous donner la timeline de toute l'attaque, surtout pourquoi est-ce qu'on a détecté cette attaque, quelles sont les méthodes de détection, les métadonnées liées à l'attaque, la capture du pick-up, et surtout, on va pouvoir aussi, bien évidemment, une fois qu'on a toutes ces informations, la timeline, les données, mapper ça à la kill chain pour vous aussi vous donner un ordre d'idée de où est-ce qu'on se trouve sur la chaîne d'attaque. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça élimine complètement l'alerte fatigue pour les analystes. Ça leur permet d'avoir un point de départ d'enquête qui est très clair et surtout le cheminement de toute l'attaque sans même avoir à aller dans les logs et récupérer le plus d'informations. Et derrière, en plus de ces déclarations de compromission, on a un deuxième type d'alerte qui est aussi breveté par Stamus, qui s'appelle les DOPV, Declaration of Policy Violation, qui va vous permettre d'identifier les écarts aux bonnes pratiques de sécurité de réseau, et notamment récupérer les écarts d'hygiène de propreté du réseau avec, par exemple, détection des mots de passe en clair, du trafic non chiffré, de protocoles dépréciés, de protocoles non chiffrés sur lesquels pourraient transiter des données personnelles, par exemple. Et en fait, on va être capable de remonter ça en tant qu'alerte pour être aussi là où les déclarations de compromission sont plutôt des alertes réactives, on réagit à une attaque en cours, eh bien, les DOPV vont être ici pour être des alertes proactives sur lesquelles on va pouvoir identifier la surface d'attaque et permettre d'agir en avance. Et bien évidemment, ClearNDR ne s'appuie pas que sur une seule technologie, parce que seule une technologie de détection ne peut pas tout détecter. Et on va retrouver donc 3 couches de détection sur ClearNDR. Donc, dans un premier temps, la couche de détection IDS, IOC de base, donc avec Suricata, qui va nous permettre d'avoir la détection sur des règles, des indicateurs de compromission, des choses qui sont explicables, des choses sur lesquelles on a des preuves. Dans un deuxième temps, on va avoir toute une couche heuristique d'algorithmes propriétaires à Stamus qui vont vous permettre de faire de la détection de la corrélation
algorithmique et d'être capable aussi de détecter des choses un peu plus complexes, par exemple l'évasion, les techniques de C2, command and control, etc. Et derrière, on a une troisième couche, bien évidemment, qui va être la détection d'anomalies par IA et machine learning, qui va permettre d'analyser le trafic et corréler toutes les données pour identifier les zero days ou encore une fois les C2, les command and control qui vont être un peu plus furtifs, sur lesquels qui ont des comportements un peu plus exotiques. Et donc, ces trois couches de détection vont vous permettre d'avoir une vision complète sur les attaques et remonter donc derrière ce qu'on expliquait, les DOC et les DOPV. Une autre question qui remonte souvent, c'est la vision sur le trafic chiffré. Est-ce qu'on peut voir des choses sur le trafic chiffré? Bien, la réponse, c'est oui. Alors, bien évidemment, on ne va pas pouvoir analyser le fond de la trame. Par contre, on va être capable d'analyser toutes les métadonnées autour avec les métadonnées TLS, tout ce qui va être fingerprinting de transactions GA4, GA3S, les anomalies comportementales, les beaconing de command and control et toutes les informations au niveau de la cipher suite qui vont nous permettre aussi de déterminer si c'est des chiffrements qui respectent les politiques de l'organisation, si ou des cipher suites qui sont étonnamment utilisées alors ce ne sont pas celles qui ont été définies par défaut. Et bien évidemment, pour aller un petit peu plus loin également, je vais vous présenter aussi une solution qu'on pousse chez Netmetrics. Si vous avez un besoin clair de déchiffrer le trafic, eh bien, on est capable aussi de vous présenter une solution de déchiffrement pour envoyer donc le trafic à déchiffrer sur cette solution, choisir quel trafic déchiffrer, bien évidemment, pour des raisons de RGPD, pour des raisons techniques, et derrière, renvoyer tout le trafic déchiffré à ClearNDR pour aller plus loin dans l'analyse et être capable de détecter donc, les menaces dans le fond des transactions TLS. Alors, cette slide, si elle est aussi pour vous montrer ce qu'on va retrouver chez un client. Alors, c'est du trafic réel qu'on a retrouvé chez un client qui, sur 10 gigabits par seconde, sur une semaine de capture, va avoir analysé des comportements du réseau. Et à ce niveau-là, on va avoir en fait 7,2 millions de transactions réseau, près de 2 millions d'événements sur Icata, qui sont, alors on peut le dire, impossibles à analyser de manière complète par les analystes. Et en fait, donc ici, ClearNDR va déjà faire une première corrélation et des tri pour remonter les événements sur Icata qui vont être prioritaires. Mais bien sûr, on ne s'arrête pas là parce que derrière, on fait toute la corrélation donc multicouche qui va nous permettre de remonter les déclarations de compromission et les DOPV. Et ici, par exemple, au bout d'une semaine, on avait détecté 2 déclarations de compromission sur 5 différents assets et 4 déclarations de policy violation sur 2 différents assets qui n'étaient pas compliant. Et donc, c'est pour vous dire à quel point on est capable d'analyser en profondeur et vous donner surtout des alertes précises et claires qui sont analysables et qui vont vraiment enlever tout ce qui est alerte fatigue. Bien évidemment, la solution, elle se veut flexible. Et comment est-ce qu'elle se veut flexible? Eh bien, notamment par son utilisation. C'est-à-dire qu'on peut aller multi-tenant par défaut. Et donc, vous pouvez avoir des sondes sur différents tenants, par exemple par site, ou alors en tant qu'MSSP, ça pourrait être par client. Et par défaut, vous avez tout le niveau de permission qui est configurable par site et par tenant par rapport à la solution. Et derrière, également, ces tenants, ils ne vont peut-être pas avoir les mêmes nécessités au niveau de la détection. Et vous avez la possibilité de customiser les paramètres de détection, ce qu'on appelle les règles de détection, par tenant et par sonde pour pousser vraiment les détections les plus claires sur les différentes sondes de vos tenants.
Bien sûr, derrière, toute cette vue, elle est unifiée sur le central server. Vous pouvez configurer vos tenants à distance, vous pouvez configurer vos sondes à distance. Vous avez toute la vue par rapport à ça à distance. Et la sonde ClearNDR, eh bien évidemment, va venir s'intégrer au reste de votre SOC. L'idée, c'est de pouvoir s'intégrer au SIEM. Alors, on a des intégrations natives avec Sentinel-One, Splunk, Elastic, bien sûr, mais on a aussi en fait, des intégrations complètement agnostiques, notamment par syslog. On peut passer par syslog via Logstash, par R-syslog, on peut passer en TCP. On est très, très, très flexible. Et bien évidemment, derrière, on peut se connecter aussi à la partie EDR et messaging, notamment via un système de workflow qui passe par les API, qui est disponible sur ClearNDR et qui vous permet de vous positionner en intégration avec différents outils que vous pouvez avoir à partir du moment où il y a une API qui vous le permet. Donc, on est assez agnostique et ça se permet d'avoir des choses qui sont très puissantes puisqu'on va pouvoir notamment connecter notre ClearNDR, notamment un EDR et un SIEM en même temps, faire de l'intégration avec l'EDR pour avoir de la réponse automatisée, être capable de mettre en quarantaine, de bloquer sur le réseau. On peut imaginer la même chose avec un firewall, donc envoyer du TCP reset à un firewall via les API. C'est complètement faisable et ça nous permet d'avoir une réponse automatisée. Et pour finir, sur cette partie ClearNDR, eh bien, on a aussi la possibilité de générer des rapports de compliance. Donc, on parlait des réglementations et des normes tout à l'heure. Eh bien, on est capable de prendre ces réglementations et ces normes et de générer des rapports en lien avec celles-ci, avec tout ce qui a été détecté sur les sondes. Et bien évidemment, on est capable de générer ça par tenant ou par sonde en fonction des besoins du client. Donc, je vais laisser la main à Olivier pour résumer toute la partie ClearNDR et comment on se positionne. Alors, pour résumer un petit peu, merci Alexandre, pour résumer un petit peu tout ce que tu as pu expliquer. Donc, en fait, là où ClearNDR va apporter vraiment une valeur ajoutée importante, ce sont les alertes de haute fidélité, donc ce qu'on appelle les déclarations de compromission, les DOC, qui vont vous générer des indicateurs de compromission haute fidélité. Donc, c'est-à-dire que lorsque ClearNDR va vous remonter un événement, un DOC, vous pouvez être certain à 100% que ce n'est pas un faux positif. Ça peut être un faux positif, mais en fait, c'est un vrai événement qui ne va pas forcément être adapté au type d'organisation qui va utiliser la solution. Donc, c'est les seuls vraiment cas de figure où on va détecter que c'est… mais on ne considère pas que c'est un faux positif, on va dire que l'événement n'est pas adapté. Voilà. Le threat hunting, j'en ai parlé tout à l'heure, le threat hunting guidé, donc avoir un threat hunting très simple d'utilisation pour des analyses complexes, donc ça c'est très important. Avec ClearNDR, vous connectez la sonde, étant donné qu'on s'appuie sur un IDS sur Icata, on va être capable de faire de la détection dès la première minute où vous connectez la sonde. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a la partie IA qui vient qui va faire de l'apprentissage, mais qui ne sera pas disponible avant plusieurs jours. La souveraineté de vos données de sécurité, donc ça c'est très important. La solution Stamul se déploie en mode on-prem, voire full air-gap. Donc ça c'est un point très important pour l'ensemble de nos clients. La solution est évolutive, c'est-à-dire qu'on va être capable de vous proposer aussi bien des toutes petites sondes dédiées aux PME, des sondes physiques ou virtuelles d'ailleurs, jusqu'à des sondes de type 100 gigas pour des grosses infrastructures et avec un niveau de performance inégalé sur le marché. Bien sûr, on va être capable de s'intégrer à n'importe quel type d'écosystème et comme l'a expliqué également Alexandre, on a un mode de licensing très très simple qui est basé sur le débit des sondes. Et pour répondre à une des questions qui est dans le chat, dans le menu questions, en fait, quel que soit
si vous avez une licence 10 gigas et que vous avez que votre sonde est pleine à 10 gigas, bah, vous ne paierez pas plus. De toute façon, que ce soit du pic, du moyen, ça restera du 10 gigas. Donc la licence sera valable pour ce type de débit. Même chose pour 200 gigas ou 40 gigas. Donc là, il n'y a vraiment aucune surprise. Pour parler très brièvement du portfolio autour de la solution NDR, chez NetMetrics, en fait, donc on vous accompagne bien sûr sur l'installation, la configuration, la formation de la solution en mode build. Et pour le run, on propose également du service pour vous assister et vous supporter en cas d'attaque. Donc, si vous avez besoin d'une expertise, eh bien, nous sommes là. On peut également vous aider dans la personnalisation des règles de détection et on peut compléter le portfolio du NDR, vous l'avez compris, avec une architecture de collecte, donc avec des TAP et des Network Packet Brokers, mais également avec une solution de déchiffrement pour avoir une vision complète sur le trafic chiffré, pour faire de la détection sur ce type de trafic. Alors, je vois qu'on approche de la fin du webinaire. Vous aurez accès de toute façon, on va vous envoyer une copie des slides. Vous aurez accès à toutes ces informations. Alors, je ne sais pas, Alexandre, tu as vu des questions? Il y a pas mal de questions dans le chat. Alexandre a répondu à certaines par écrit. Effectivement, j'essaie de répondre à quelques-unes. Là, je lisais justement la question de Saleh Mackay. Excusez-moi si je me prononce mal. Avec l'IA qui automatise de plus en plus la réduction de bruit, est-ce la vraie valeur ajoutée de votre solution à l'avenir sera encore de trier le flux ou plutôt d'expliquer à un humain pourquoi l'IA a choisi de jeter 99% des transactions? Alors, c'est une très très bonne question. Et aujourd'hui, en fait, on voit plutôt l'état inverse des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des solutions qui sont basées sur l'IA, justement, eh bien, on est, alors, dans un premier temps, pas capable de dire pourquoi est-ce qu'on a détecté telle ou telle alerte. Et surtout, en fait, on est sur une analyse qui est probabilistique, qui est trop peu prédictible et surtout sur lequel on a très peu d'informations. Et donc, le fort de la solution Stamus, justement, c'est d'avoir des analyses précises sur lesquelles on sait pourquoi est-ce qu'on a été détecté, on vous dit qu'est-ce qui a été détecté, comment et qu'est-ce qui s'est passé. Et ça joue énormément. Parce que faire de la réduction de bruit par IA, c'est bien, mais quand l'IA se trompe, eh ben, c'est des choses que l'on laisse passer. Et à ce niveau-là, eh bien, on a notre puissance de frappe qui va être avec Stamus, en tout cas sur la partie corrélation, parce que bien évidemment, ce n'est pas le seul point positif de la solution. Alors, je rebondis sur la question de Samy qui nous demande si la solution peut être vraiment déployée en mode on-prem, 100% on-prem. Oui, tout à fait. Et même, on va aller même plus loin, on va parler de mode air-gap. Et toute la partie analyse, machine learning est sur la sonde. Donc, la solution peut être vraiment déployée en mode air-gap. On peut peut-être prendre une dernière question. Vincent Deroche demandait, il fallait bien poser la question, avez-vous pu tester la robustesse et la fiabilité de votre solution NDR avec du Red Team par IA? Alors, cette question, elle est peut-être plutôt pour Stéphane. Je ne sais pas si ça a été fait, effectivement. On pourrait poser les questions aux équipes de Stamus pour en avoir l'idée. À ce moment-là, Vincent, on reviendra vers vous avec une réponse. Tout à fait. Alors, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'effectivement, la robustesse et la fiabilité de la solution, par du Red Team, ça c'est fait. Et c'est bien évidemment travaillé par les équipes de Stamus. Il y a énormément de mécanismes de protection et de sécurité sur l'appliance. Mais par du Red Team par IA, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça a été fait. Et peut-être pour terminer, la question d'Arnaud, au-delà des IOC, quid des indicateurs d'attaque?
Alors, j'ai vu la question, effectivement. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre cette dernière. Si Arnaud veut préciser dans le chat éventuellement. Sinon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on a répondu à celle de Salé qui demande si on sait tous que pour être conforme sur le papier en restant vulnérable techniquement, quelle est la faille majeure de ces réglementations actuelles? Pousse-t-elle à faire de la sécurité réelle ou simplement de la gestion administrative de la preuve? On va peut-être finir là-dessus, si vous voulez. Alors, c'est une très, très bonne question et justement, en fait, plus en plus, on pousse à obliger, la mise en place d'outils et de sécurité réelle. Mais alors, on n'y est pas encore. On l'a vu, encore une fois, par exemple, l'ANSSI n'oblige à le faire que pour les OIV et ne peut que le conseiller pour les autres sociétés et de même pour ISO 27001, où on va gérer la sécurité, on pousse à avoir une détection réseau, mais on ne définit pas forcément quoi, pas forcément que un NDR. On est très souvent sur des IDS ou IPS classiques, et c'est surtout comment est-ce qu'on va gérer effectivement les failles, les menaces que l'on voit sur le réseau. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça évolue. Avec NIS2, notamment dans les secteurs critiques, on commence à poser des bases vraiment solides sur comment détecter et qu'est-ce qui est attendu au niveau des secteurs critiques pour la mise en place de détection réseau. Mais par contre, on n'a toujours pas de statut précis sur on veut que ce soit absolument un NDR. Et à ce niveau-là, je pense que ça évoluera encore dans les années qui viennent. Même si c'est implicite, il faudra probablement que ça soit statué clairement. Merci beaucoup, Alexandre, pour toutes ces précisions. Vous l'avez vu, il y a un QR code sur cette slide qui vous permet directement de prendre contact avec Olivier et Alexandre si vous avez d'autres questions ou exprimer vos besoins. Merci aussi à Stéphane d'être venu présenter Stamus Network. Et je vous remercie tous pour votre attention. Olivier, Alexandre, vous souhaitez dire le mot de la fin? Non, écoutez, tout simplement merci. Merci d'avoir participé. Et si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à flasher le QR code. On sera à votre disposition. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.